Ici, la Voix de l'Amérique. Bonsoir à tous et très bonne année 2015. Ravi de vous retrouver en direct pour ce nouveau numéro de Washington Forum. À la une cette semaine, le triste premier anniversaire du début de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone combattent toujours le virus sur le terrain. Les grands discours et les appels aux dons de la communauté internationale se sont-ils traduits par des actes? Où en est la recherche médicale? Autant de questions qui seront débattues dans ce Washington Forum. Washington Forum. Et merci de votre fidélité à VOA Afrique. Nicolas Pinault avec vous ce soir pour parler dans un instant de notre thème Ebola, un an après le début de l'épidémie. Mais tout d'abord, impossible de faire l'impasse sur l'attaque de Paris qui a coûté la vie à 12 personnes. La rédaction du journal satirique Charlie Hebdo a été visée. 4 de ces grands caricaturistes ont notamment été abattus, ainsi que 2 policiers. Le monde entier est choqué par ce carnage d'une exceptionnelle barbarie, selon les mots de François Hollande, le président français. Et mercredi soir, un premier suspect de 18 ans s'est rendu à la police. À l'heure où nous parlons, ce jeudi, une grande chasse à l'homme est en cours pour retrouver les 2 autres suspects. Il s'agit de 2 frères, Saïd et Chérif Kouachi, qui sont toujours activement recherchés. Le monde entier a été unanime pour condamner cette attaque, de Barack Obama à Vladimir Poutine, en passant par Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies. Un deuil national est observé en France et un peu partout dans le pays. Des rassemblements ont eu lieu dans le calme. Liberté d'expression et non aux amalgames ont été les maîtres mots de ces rassemblements. Nous sommes en ligne depuis Ouagadougou avec Damien Glaise, dessinateur de presse et directeur de publication du journal satirique, le journal du jeudi à Ouagadougou. Bonsoir. Bonsoir. Alors Damien, merci d'être avec nous ce soir en direct. Vous connaissiez bien évidemment les membres de Charlie Hebdo. Quelle est votre réaction après cette attaque? Notre réaction, évidemment, comme la plupart des Africains d'ailleurs, est abasourdie. On ne sait pas quoi dire. Les discours sur la liberté d'expression semblent totalement vains face à des adversaires comme les djihadistes qui sont intervenus à Charlie Hebdo. Et donc on reste quasiment muet, avec une colère à l'intérieur qu'on ne peut qu'exprimer à travers nos dessins parce que les mots semblent très vains. Vous êtes un dessinateur, on a beaucoup entendu parler depuis cette attaque évidemment, de balance entre la liberté d'expression d'une part et le respect des religions de l'autre. Quel est votre sentiment pour placer ce curseur justement? Effectivement, le dessin de presse obéit à des règles déontologiques qui sont à peu près les mêmes règles que n'importe quel journaliste. Et il y a des limites très très claires comme par exemple celle de l'injure. Par contre, traiter des questions religieuses et traiter des questions qui ne sont pas directement religieuses mais qui ont affaire par exemple à la représentation d'un prophète, c'est tout à fait le rôle du dessin de presse. Et de le traiter de façon satirique, c'est-à-dire la plupart du temps humoristique. Alors après, le travail d'un dessinateur peut être bon ou mauvais, peut être respectueux ou irrespectueux, peut être de mauvais goût. On peut toujours juger un dessin l'un après l'autre, mais dessiner Mahomet, par exemple, puisqu'il a été beaucoup question de ce principe, avant même de savoir comment on le mettait en scène, me semble totalement indiscutable à partir du moment où Mahomet était un personnage historique qu'on peut représenter comme n'importe quel autre personnage, y compris Jésus, bien sûr. Voilà, et actuellement nous voyons évidemment les photos des 2 derniers suspects, les frères Kouachi. Damien Glaise, vous êtes dessinateur à Ouagadougou. Pensez-vous qu'il y aura un avant et un après Charlie Hebdo? Comme beaucoup en ont parlé, certains ont parlé de 11 septembre de la presse. Pensez-vous que ce moment est un moment charnière pour les journalistes? Certainement, c'est un moment charnière. Effectivement, on parle de 11 septembre. On ne va pas faire de comptabilité macabre pour comparer le nombre de morts d'un événement et de l'autre. Mais c'est vrai que là, on est extrêmement choqué. Et en réalité, c'est un peu un choc à 2 niveaux, puisque on parlait quasiment déjà aussi d'un avant et d'un après lors de la publication des caricatures danoises. Finalement, c'est la fin de cette espèce de période qui se conclut de façon extrêmement tragique. Mais c'est vrai qu'on avait déjà eu des violences à l'époque et que ça avait suscité, par exemple, au niveau du siège des Nations Unies, la création d'une association qui s'appelle Cartooning for Peace, qui réunit aujourd'hui 120 dessinateurs qui réfléchissent à toutes ces questions depuis déjà 2006. Et là, évidemment, il nous apparaît d'autant plus crucial aujourd'hui de continuer ces débats
au-delà de la défense de la liberté absolue des dessinateurs. Merci beaucoup Damien Glaise d'avoir été avec nous en direct de Ouagadougou. Je rappelle que vous, évidemment, dessinez. On vous retrouve à Ouagadougou dans le journal du jeudi. Et bien évidemment, sur cette attaque de Paris, les dernières informations sur notre site internet www.voaafrique.com, mais aussi dans nos émissions radio Le Monde aujourd'hui. Allez, revenons à présent sur ce thème de Washington Forum cette semaine, l'épidémie d'Ebola, un an après. J'ai le plaisir d'accueillir nos invités cette semaine pour en parler. Ici, en plateau, dans nos studios, le docteur Malonga Miatoudila. Bonsoir. Bonsoir. Docteur, je rappelle, vous êtes un habitué de Washington Forum. Je rappelle notamment que vous avez fait partie de l'équipe des médecins qui a étudié et identifié le virus Ebola en 1976 en RDC. À l'époque, cela s'appelait le Zaïre. Depuis Skype, à Paris, nous avons le plaisir d'avoir le docteur Estrella Lasri, référent en maladies tropicales pour l'organisation MSF. Elle revient tout juste de Guinée. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous avons le plaisir de vous accueillir pour débattre. Nous sommes donc un peu plus d'un an après l'apparition du premier cas d'Ebola. C'était en Guinée le 28 décembre 2013. Depuis, cette épidémie historique, de par son ampleur, a semé beaucoup de morts en Afrique. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, publié aujourd'hui, l'épidémie a causé la mort de 8 235 personnes sur 20 747 personnes infectées, évidemment dans les 3 pays les plus touchés que sont la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Un an après, notre reporter Zakaria Camara à Conakry a tendu son micro dans les rues de la capitale guinéenne. Il a recueilli les impressions des habitants entre espoir et fatalisme. Voici son reportage. L'épidémie de la fièvre à virus Ebola continue malheureusement de faire des victimes en Guinée. Les autorités sanitaires du pays viennent de lancer l'objectif 0 cas dans 60 jours. Et 0 cas dans 60 jours, c'est beaucoup d'efforts, y compris la sensibilisation contre les réticences, car les réticences, il y en a en Guinée, des réticences comme on en a connu dans ce quartier, dont les populations ont empêché il y a quelques semaines la construction d'un nouveau centre de traitement d'Ebola. Les jeunes gardent leur espace et pas de nouveau centre de traitement d'Ebola à Conakry, alors que celui de Donka devient de plus en plus petit face au nombre croissant de malades. Des malades, on en compte aussi parmi le personnel soignant. Plusieurs dizaines sont morts d'Ebola. Pour prendre en charge de nouveaux cas, la France a offert à la Guinée un centre de traitement ultra moderne. Pour la construction et la mise en place du centre de traitement des soignants, il était nécessaire d'installer, de créer l'équivalent d'un camp militaire. Un camp militaire destiné à abriter environ 130 personnes pour leur permettre l'hébergement, l'alimentation et de remplir leur mission de soins. C'est le médecin-chef Dampierre qui est le responsable médical de cette installation. Il nous montre ici ce qu'il appelle une première pour un centre de traitement d'Ebola. Ce centre de traitement des soignants a été construit pour pouvoir accueillir 10 patients, dont un en chambre de soins intensifs. 10 patients qui seront, contrairement aux autres centres, tous installés en chambre individuelle vinilisée. L'épidémie a atteint plus de la moitié du pays avec plus de 1200 décès confirmés. Après plus de 10 mois, certains Guinéens ne semblent pas rassurés. Il y a de quoi avoir peur. Ça fait un an que cette maladie tue les gens. Et chaque semaine, on a de nouvelles contaminations. Et pas de vaccin. Les gens sont là dans le désespoir. Et on ne comprend rien. Et on demande au bon Dieu que cette maladie sorte de chez nous. En ce début d'année, éradiquer Ebola reste le vœu de tous les Guinéens. Ils n'ont pas tort, car le plan B n'existe pas. Le virus doit être vaincu. C'est une déclaration du nouveau chef de la mission de l'ONU pour la lutte contre Ebola. Conakry, Zakaria Camara, pour Washington Forum. Merci Zakaria pour ce reportage de retour ici à Washington sur le plateau avec nos invités. Nous le disions, les pays ouest-africains frappés par le virus ont fait de gros efforts pour enrayer l'extension de l'épidémie, mais ils n'ont pas atteint les objectifs fixés au 1er janvier en matière d'éradication de la maladie. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi l'Organisation mondiale de la santé. En effet, les Nations unies avaient fixé au 1er octobre un délai de 90 jours pour isoler et traiter tous les malades contaminés par le virus Ebola.
en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Il fallait aussi assurer que les enterrements aient lieu d'une manière sécurisée dans 100% des cas, les corps des personnes mortes des suites de la maladie étant évidemment fortement contagieux. Eh bien, l'OMS a rappelé que les efforts pour atteindre ces objectifs devaient être poursuivis. Je m'adresse à vous, vous êtes à Paris, le docteur Estrella Lasri de MSF. Vous étiez récemment en Guinée. Êtes-vous confiante concernant la fin rapide de cette épidémie ? Malheureusement, à ce moment-là, j'aimerais bien dire que oui, mais on est dans un moment où en Guinée, on voit de plus en plus de zones qui sont touchées, des zones où il n'y avait pas eu des cas présents dans le passé, où il y a des cas qui apparaissent. Et c'est assez préoccupant. On voit aussi des personnels sanitaires qui continuent à s'infecter au même rythme qu'il y a 3-4 mois. Et ça continue à être préoccupant parce que ça peut être des endroits où le virus est effectivement amplifié et où il y a une grande nombre de personnes qui s'infectent. Donc aujourd'hui, avec la réponse actuelle, je pense qu'on n'est pas si proche de finir l'épidémie en Guinée, malheureusement. Et docteur Lasri, comment vous expliquez justement que les personnels de santé en Afrique de l'Ouest payent un lourd tribut justement dans cette épidémie? Est-ce un manque de moyens? Est-ce un manque de formation? Comment expliquer que le taux de contamination de ces personnels de santé reste très élevé, même un an après le début de l'épidémie? Ouais. Je pense qu'effectivement, il y a une manque de formation. Il manque de formation, de soins, de soins de protection, des soins de base et des protections de base, même sans avoir énormément de moyens. Déjà, prendre des distances entre le patient et le soignant, c'est une façon de se protéger. Se laver les mains entre les patients, même si on n'a pas de chlore, se laver les mains avec le savon qu'on peut trouver dans tous les villages en Guinée, c'est une façon de se protéger. Et aussi, il y a une manque de connaissances par rapport au pré-triage qui peuvent faire un premier filtre pour identifier des cas qui sont potentiellement des alertes Ebola et pouvoir continuer à soigner les gens qui ne sont pas suspects de Ebola. Alors, docteur Lasri, je vous interromps. On va poser la question au docteur Miatoudila. Vous avez évidemment connu beaucoup d'épidémies en République démocratique du Congo depuis 1976, on le rappelle. Nous discutions en antenne, vous et moi, et vous me disiez être surpris car cette fois-ci, une épidémie qui est généralement contenue en 2-3 mois, cette fois-ci, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui vous surprend? Qu'est-ce qui ne va pas selon vous? Eh bien, parce que malheureusement, il y a une recette. Et cette recette-là doit être appliquée si on veut contenir Ebola. Et cette recette comprend 5 éléments. Numéro 1, c'est le diagnostic rapide. Numéro 2, c'est l'information et la communication. Numéro 3, c'est la prévention de la transmission. Numéro 4, c'est le traitement aux malades, aux personnes atteintes. Et 5, c'est le management, la coordination. Malheureusement, dans le cas qui nous concerne en Afrique de l'Ouest, le diagnostic n'a pas été fait rapidement, l'information a échoué parce qu'on n'est pas parvenu à responsabiliser les communautés locales à se prendre en charge. Et la prévention, évidemment, la prévention ne peut pas se faire si les gens ne comprennent pas le problème auxquels ils sont confrontés. Nous avons appliqué cette stratégie à 5 piliers au moins 7 fois. Donc on vient d'avoir en août-septembre la 7e épidémie d'Ebola dans la province de l'Équateur, dans des conditions très très difficiles, une région enclavée, difficile d'accès, mais en moins de 3 mois, la République démocratique du Congo, même si on n'en parle pas, est parvenu à contenir l'Ebola pour la 7e fois. Donc nous ne pouvons qu'être surpris par le fait que nos amis de l'Afrique de l'Ouest n'arrivent pas à suivre la recette qui a été mise en place depuis 1976. Alors, on va évidemment continuer à poursuivre ce débat dans ce Washington Forum sur VOA Afrique. Beaucoup de questions évidemment sur cette épidémie qui dure depuis plus d'1 an sur le continent. Mais je vous propose d'abord de marquer une pause. Nous vous retrouvons juste après. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets
qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, allez au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Et de retour avec vous pour ce Washington Forum consacré au premier anniversaire de l'épidémie d'Ebola. Avant de poursuivre notre débat, lisons vos commentaires, chers auditeurs, laissés sur notre page Facebook. Tout d'abord, Lamine Lalakaba de Nzérékoré en Guinée forestière. Il faut nous aider à la sensibilisation, envoyer du matériel et des docteurs qualifiés, car certains de nos parents ne croient toujours pas à la maladie. Mamadou Saïkou Diallo également en Guinée à Conakry. Il explique que la menace est loin d'être à son terme. La mobilisation de la communauté internationale peut être largement suffisante si elle est bien utilisée. Parlons également de Mawena Emmanuel Le Rocher à Tabligbo, au Togo. Ebola fait rage en Afrique, mais les leaders africains ne font aucun effort dans la recherche pour éradiquer ce mal qui tue les pauvres citoyens. Seuls leurs fauteuils les intéressent. Enfin, un dernier témoignage à Conakry, Talibi Biton Koubali. Il faut investir dans l'éducation et la santé, car une des causes de cette propagation incontrôlée est l'analphabétisme. Voilà, retour sur VOA Afrique avec nos invités. Cette semaine, sur ce plateau, le docteur Malonga Miatoudila et depuis Skype à Paris, le docteur Estrella Lasri de MSF. On va évidemment poursuivre ce que nous disait l'un évidemment de nos auditeurs sur Facebook. Il expliquait que les Africains n'avaient pas assez investi dans cette maladie. En tant qu'Africain, docteur, est-ce que vous estimez notamment que l'Union africaine a fait assez pour contenir cette épidémie? Malheureusement, je dois aussi être d'accord avec notre frère qui nous a parlé d'Afrique. On n'a pas fait suffisamment parce que malheureusement, on est parti vers l'approche de tendre la main, alors que la solution doit se trouver au niveau local. Et dans la première épidémie d'Ebola, nous avons pu contenir Ebola parce que ce n'est pas les médecins qui ont fait le travail, mais ce sont les leaders locaux, les communautés locales elles-mêmes qui, une fois informées, informés correctement par les experts médicaux, ils ont pris les choses en main. Et nous avons assisté à la fin de l'épidémie. Nous les médecins, nous avons simplement assisté. Il n'y avait pas de centre de traitement, il n'y avait rien. Les villages ont pris soin de prévenir, d'arrêter la transmission, comme on a toujours fait depuis les temps anciens. Voilà, on va évidemment parler à présent des survivants de cette épidémie. Et ils sont nombreux en Afrique. C'est une bonne nouvelle, on n'en parle peut-être pas suffisamment assez. Prenons l'exemple de Fanta Oulen Camara depuis Conakry, en Guinée. Fanta a, comme beaucoup d'autres, été contaminé par un membre de sa famille malade qui lui a rendu visite. Au total, 9 membres de sa famille ont été atteints par le virus Ebola. Fanta et 2 autres de ses proches sont les seuls survivants. Aujourd'hui, Fanta a vaincu la maladie, elle a le sourire. Écoutons son témoignage recueilli dans le cadre de la campagne I Survive Ebola. D'où je me suis même confiée à quelqu'un pour qu'il dise à ma maman. Je lui ai dit, je suis convaincue que je vais mourir. Tous ceux qui viennent par là meurent. Donc pour moi, ce n'est qu'une question de temps, c'est mon heure que j'attends. Donc pour moi, c'était la mort. Donc le jour qu'on m'a dit que je suis guérie, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Pas d'émotion, rien. Parce que déjà, j'étais déjà traumatisée dedans. J'ai vu beaucoup de corps. Mon propre papa, il est décédé. C'est moi qui est allé appeler les médecins pour leur dire, ah venez, mon papa, il est décédé. J'ai passé 2 jours, son corps était là, moi j'étais là. Donc c'est des choses, même quand on m'a dit que j'étais guérie, pour moi ça ne signifiait pas grand chose. Parce que nous sommes rentrés au nombre de 6. J'avais noirci, quand je me mirais et que je me voyais, pour moi, en quelque sorte, c'est une chance que Dieu m'a donnée de m'en sortir. Par rapport à l'activité là, et principalement la base de notre recrutement, c'est dû à ça. Donner de l'espoir à la personne qui est là, qui croit plus en sa mort qu'en sa survie comme nous.
Moi, au départ, j'étais HP, qui signifie en anglais Health Promotion, agent promotion de la santé, faire les sensibilisations dans les quartiers, parler d'Ebola aux gens et surtout leur faire comprendre qu'il est vrai. Ebola, c'est une maladie mortelle, mais il est vrai aussi qu'on peut guérir dedans. Et une fois qu'on est guéri dedans, on n'est plus contaminant, on n'a plus le virus dans le sang. Et là, c'était une étape, mais maintenant, actuellement, je suis conseillère psychologique. Donc, c'est une assistance au niveau des malades. Parce que quand quelqu'un est infecté et quelqu'un qui est guéri d'Ebola, il comprend la douleur de la personne qui est là. Quand tu rentres, tu te vois à sa place. C'est ton passé que la personne est en train de vivre dans le présent. Donc, je suis là, je leur parle, je leur apporte mon soin, je leur dis que j'ai été malade tout comme eux. J'ai perdu des parents tout comme eux. Mais cela n'a pas fait que j'ai baissé les bras. J'ai continué mon combat. Et ce combat-là, c'est pour lui donner de l'espoir, lui dire qu'il doit se battre pour retrouver sa santé et qu'à son tour, il doit aider d'autres personnes à retrouver la santé, les personnes qui sont malades. Voilà pour ce témoignage en Guinée, plein d'espoir de Fanta Oulen Camara. Docteur Estrella Lasri de MSF, évidemment un joli témoignage. Vous étiez sur place jusqu'au 31 décembre. Peut-on parler avec vous de la stigmatisation des malades? Est-ce finalement un phénomène réel? Est-il en recrudescence ou non? Vous qui avez parlé à des malades et à des rescapés, quelle est votre vision sur le terrain concernant évidemment la stigmatisation des patients guéris du virus Ebola? Oui, donc en premier lieu, il y a une déni de la maladie et de l'existence de la maladie, ce qui fait que les gens arrivent relativement tard au centre de traitement ou aux structures de santé et que le moment qu'ils ne parlent pas d'avoir été en contact avec des autres patients. Et après, bien sûr, il y a une stigmatisation de tout ce qui est lié à Ebola. Du moment qu'on voit nos voitures, les voitures d'MSF sur le terrain, on écoute Ebola, Ebola. Dans certains endroits, ils ne veulent pas trop se rapprocher de nous. Et pour le malade, c'est un peu la même chose. Mais en plus, ils sont malades, bien sûr. Donc oui, il y a des membres de la famille qui veulent pas se rapprocher. Il y a des membres du village qui ne veulent pas se rapprocher. Mais c'est moins en Guinée, c'est moins patent en Guinée qu'en Libéria, par exemple, où il y a vraiment des membres de la famille que dès le moment qu'ils sont Ebola positifs et même après la guérison, ils ne laissent pas rentrer dans leur famille. En Guinée, on voit beaucoup moins ça. Ça doit faire partie de la culture locale, mais on le voit un peu moins que ce qu'on voit en Libéria. Alors, la bonne nouvelle, ce sont les rescapés, mais c'est également la recherche médicale qui avance. Docteur Miatoudila, on va vous entendre dans quelques instants. Évidemment, depuis 1976, cette épidémie historique par son ampleur a poussé les laboratoires, même concurrents, à travailler ensemble pour rechercher un vaccin potentiel. Les détails avec Michel Joseph. Les chercheurs œuvrent d'arrache-pied pour trouver un vaccin qui pourrait être utilisé sur le terrain. C'est le cas dans ce laboratoire du géant pharmaceutique GlaxoSmithKline à Rome. Plusieurs équipes scientifiques travaillent partout dans le monde pour trouver un vaccin contre Ebola. Face à l'urgence de la situation, ces équipes ont accéléré le processus de production. En novembre, GlaxoSmithKline a affirmé que les premiers essais de son vaccin ont été bien tolérés. Les 20 volontaires qui ont reçu la dose ont développé une réponse immunitaire. Le virus Ebola ne peut pas être mis sous contrôle par un vaccin qui ne stimulerait que les anticorps. Il y a des preuves solides que les vaccins traditionnels ne sont pas suffisants. Notre vaccin, lui, stimule aussi une branche du système immunitaire, celui qui stimule les cellules tueuses T qui sont capables de reconnaître les cellules infectées. La combinaison des deux stratégies est efficace contre Ebola. GlaxoSmithKline affirme que d'autres essais cliniques sont nécessaires avant d'obtenir un vaccin commercialisable.
Un autre géant pharmaceutique, Merck, a repris ses essais sur le vaccin VSV-Zebov. Le premier essai clinique avait été suspendu en décembre dernier. Certains volontaires ayant reçu une dose du vaccin s'étaient plaints de douleurs articulaires. Les essais ont donc repris avec des doses moins fortes. La situation en Afrique de l'Ouest a permis de créer des partenariats inhabituels entre des laboratoires rivaux. Il y a des partenariats très spécifiques qui sont en cours. L'un d'entre eux met en relation des gens qui sont d'habitude en compétition. D'autres candidats vaccins sont en phase d'essais cliniques. L'un d'eux, peut-être, se relèvera efficace contre le virus Ebola. Il permettrait peut-être de mettre fin à la plus grave épidémie d'Ebola de l'histoire. Merci Michel. Alors la panoplie des vaccins expérimentaux s'est étoffée, les tests chez l'homme s'accélèrent. C'est positif, docteur Miatoudila? Je crois que c'est positif, c'est quelque chose qu'on attend depuis 1976. Et justement, d'après les premiers essais, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, on va dans le bon sens selon vous? Je crois qu'on va dans le bon sens. Le Ebola, c'est un virus, donc c'est facile de fabriquer. C'est théoriquement facile de fabriquer un vaccin contre cette maladie. Mais moi, je voulais aussi dire que les malades, les survivants, ont déjà quelque chose dans leur sang qui peuvent être exploités pour lutter contre Ebola. Ne fût-ce que pour utiliser des mamans comme Fatou Camara comme aides-soignants parce qu'elles sont immunisées contre Ebola et prendre leur sang pour soigner d'autres malades. Et docteur Lasri, à Paris, la recherche scientifique, vous êtes optimiste sur ce que vous voyez? C'est vrai que les scientifiques ont beaucoup accéléré depuis un an maintenant. On va y arriver selon vous? J'espère que oui. Je pense qu'on a une opportunité on espère qu'on ne va pas avoir une autre fois vu la quantité des patients qui continuent à avoir. Et oui, là-dessus, je suis très optimiste. On espère avoir des résultats bientôt. Et docteur Miatoudila, justement, quel est le plus important dans ces vaccins, justement? Est-ce que c'est de trouver une cellule qui va pouvoir tuer les cellules d'Ebola? Quel est le plus important dans ces vaccins qui sont en train d'être expérimentés? Non, le vaccin va consister simplement à avoir un Ebola auquel on aura enlevé les caractéristiques pathogéniques. Donc, on va faire un virus qui n'est pas pathogène, mais qui peut susciter une réaction immunitaire. Très, très bien. Écoutez, merci à tous d'avoir été avec nous dans ce Washington Forum. Un an après le début d'épidémie d'Ebola, on va remercier à Paris le docteur Estrella Lasri de MSF. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, évidemment, en direct de Paris. On va remercier sur ce plateau, ici à Washington, le docteur Miatoudila, qui est un habitué pour parler évidemment de ces questions d'Ebola. On va donner un grand merci également à Michel Joseph, Lionel Gaïma et Linda Ringe pour la préparation de cette émission. Retrouvez-nous sur notre page Facebook ou sur notre site internet www.lavoixdelamérique.com pour retrouver toutes les dernières informations concernant cette épidémie d'Ebola. Et on rappelle évidemment l'actualité également à Paris que vous pourrez retrouver sur notre site internet. La semaine prochaine, vous aurez le plaisir de retrouver comme d'habitude Jacques Aristide à ma place. À très bientôt sur VOA Afrique.